podcast Binge Audio. C'est un procès qui a choqué le monde entier. L'intérêt pour le procès Pellico traverse les continents. 51 hommes condamnés à un total de plus de 400 ans de prison. It has changed the image of the victim. Ce procès des viols de Mazan a profondément questionné à travers le monde. Pellico, who was found guilty in the mass rape trial. Que faire face au champ de bataille des violences sexistes et sexuelles ? Entre 2023 et 2024, la journaliste Victoire Tuaillon, créatrice du podcast Les couilles sur la table, a animé Nous faire justice, un cycle de discussions avec des expertes et des experts pour répondre à cette question vertigineuse. Quelques mois plus tard, ces rencontres et toutes les réflexions menées depuis des décennies par les féministes ont trouvé une caisse de résonance inédite dans ce qu'on a appelé le procès des viols de Mazan, où 51 hommes de tous horizons ont été jugés pour avoir violé Gisèle Pellico sur l'invitation de son mari. Pendant près de 10 ans, il l'a droguée pour la livrer à des inconnus rencontrés sur Internet. Par le nombre d'accusés, l'avalanche de preuves, l'écho international qu'il a suscité et par son verdict, ce procès pourrait paraître hors norme. Mais en réalité, il n'est que la face visible d'un scandale massif qui n'a rien d'extraordinaire, qui implique tous les rouages de notre société et qui perdure depuis des siècles. En France, un viol ou une tentative de viol a lieu toutes les 2 minutes 30. Les femmes en sont les principales victimes. Dans 9 cas sur 10, elles connaissent leur agresseur et dans 96% des cas, ces agresseurs, ces violeurs, sont des hommes. Et il est primordial de le rappeler parce que c'est très lié. Un enfant sur 10 est victime de violences sexuelles. L'affaire Mazan concentre beaucoup des questions qu'on se pose dans ce podcast. Qui sont les hommes qui violent et pourquoi est-ce qu'ils le font ? Qu'est-ce que ces viols disent de la construction sociale de la masculinité ? Qu'est-ce qu'ils racontent du rapport des hommes aux femmes ? Qu'est-ce qu'ils disent de nous ? Je m'appelle Naomi Titi et à l'heure où j'enregistre cet épisode, plus de 2 mois ont passé depuis le procès Mazan. Dominique Pellico et ses 50 co-accusés ont été condamnés. 10 d'entre eux ont fait appel et sont donc à nouveau présumés innocents aux yeux de la loi. Ils peuvent encore se désister jusqu'au 2e procès qui aura lieu en octobre 2025 à Nîmes. Mais en attendant, cette affaire est entrée dans le cercle très fermé des 1% des viols condamnés par la justice. Et après, qu'est-ce qu'on devrait en retenir ? Cette question tourne en boucle dans ma tête et dans celle de plein d'autres femmes qui ont assisté aux audiences depuis des points de vue très variés. Journalistes, députées, écrivaines ou encore chercheuses féministes. J'en ai rencontré quelques-unes pour qu'elles me racontent ces mois de procès. J'ai aussi interviewé des professionnels de la santé, de la police et de la justice pour revenir sur toute l'affaire et dresser un bilan sur la façon dont les institutions traitent les victimes et les auteurs de violences sexuelles aujourd'hui en France. Comment on fait pour transformer l'ampleur du procès des viols de Mazan en action politique pour éradiquer les violences patriarcales ? C'est ce qu'on va explorer dans ce documentaire inédit en 4 épisodes pour décortiquer ensemble tout ce système et trouver comment nous réparer. Il est encore trop tôt pour savoir si ce procès aura été décisif, mais il ne tient qu'à nous de le faire entrer dans l'histoire. Après Mazan, une série documentaire des couilles sur la table, écrite par Naomi Titi et réalisée par Paul Berthiaud. Épisode 1. Des hommes parmi les autres.
Alors cette affaire, elle a commencé le 12 septembre 2020, quand Dominique Pellicot s'est fait surprendre en train de filmer sous les jupes de clientes d'un supermarché à Carpentras. Juliette Campion est journaliste police-justice à franceinfo.fr. Elle a couvert tout le procès Mazan. Donc c'est un vigile en fait qui l'a vu sur les caméras et qui est tout de suite intervenu et qui lui a tout de suite demandé de donner son portable, qui a appelé la police. Donc il a été vraiment très très proactif. D'autres auraient peut-être choisi de laisser faire en se disant bon, c'est un vieil homme qui un vieux pervers. Mais non, lui, il a pris les choses très au sérieux et la police est arrivée. Elle a emmené Dominique Pellicot et par la suite, une perquisition a eu lieu à son domicile lors de laquelle on a retrouvé un disque dur et différents supports informatiques contenant des dizaines de milliers de photos, mais aussi des vidéos sur lesquelles une femme, toujours la même femme, apparaît nue, dans des sous-vêtements parfois affriolants, et avec des hommes différents à chaque fois, qui lui infligent un rapport sexuel alors qu'elle est endormie. Et puis, l'enquête va commencer à partir de ça. Voici ce que les enquêteurs et la juge d'instruction Gwenola Journeau vont trouver. Entre 2011 et 2020, Dominique Pellicot a drogué sa femme avec des anxiolytiques ou des somnifères pour la violer et la faire violer par des hommes recrutés sur Internet. Il échangeait avec ces inconnus sur Skype ou sur le site coco.fr pour leur partager des vidéos et des photos à caractère pornographique prises à l'insu de son épouse Gisèle, avec qui il partageait sa vie depuis plus de 50 ans. Il leur exposait son mode opératoire de soumission chimique et les conviait au domicile conjugal, à Mazan, une commune du Vaucluse d'un peu plus de 6000 habitants. Dominique Pellicot leur donnait des consignes très précises à suivre pour rester discret et pour que Gisèle Pellicot ne se réveille pas. En près de 10 ans, elle a subi plus de 200 viols. La plupart infligés par son mari, et les autres par des hommes qu'elle ne connaissait pas. Une liste de 72 individus a été établie au cours de l'enquête, mais seulement 51 d'entre eux ont été identifiés sur les photos et les vidéos des viols et agressions que Dominique Pellicot a scrupuleusement conservés et classés sur ses appareils électroniques. L'un d'entre eux est décédé depuis, ce qui veut dire qu'en plus du principal accusé, 50 hommes ont été jugés pour viol aggravé devant la cour criminelle du Vaucluse, au tribunal judiciaire d'Avignon. Alors ce procès, il s'est ouvert tout début septembre 2024. On a d'abord commencé par entendre Gisèle Pellicot, par entendre sa fille, par entendre aussi les experts qui ont pu rencontrer Gisèle Pellicot, donc une experte notamment gynécologue, mais aussi des experts un peu plus sur l'aspect des anxiolytiques, du Temesta, qui ont vraiment été creusés sur ces pistes-là. Et puis ensuite, on a fini par entendre Dominique Pellicot, donc ça c'était à peu près à mi-septembre, le 17 septembre précisément. Il y a eu quelques rebondissements parce qu'il avait des soucis de santé, mais il a fini par être entendu. Et ensuite, les accusés ont défilé par groupe de 6 ou 7 à la barre. Donc chaque semaine, un groupe différent d'accusés était entendu. On avait d'abord leurs expertises psychologiques, l'enquête de personnalité, et ensuite leur interrogatoire de personnalité, et puis enfin l'interrogatoire sur les faits. Donc tout ça, c'était très condensé, c'était des semaines très très denses. Et ensuite, on a eu les plaidoiries de la partie civile et les plaidoiries de la défense avant d'arriver à la toute fin du procès le 19 décembre au verdict. Le procès était ouvert au public, car Gisèle Pellicot n'a pas demandé de huis clos. Elle s'y est même fermement opposée. Elle voulait ouvrir les portes de la salle d'audience pour que toute la société se saisisse de ce qu'elle a subi.
Alors, il faut savoir que dans la salle d'audience du tribunal d'Avignon, c'est une salle classique, hein, donc forcément, on était tous assez serrés, puisqu'on est quand même face à 51 hommes, tous accompagnés de leurs avocats. Parfois, il y a même plusieurs avocats pour un seul accusé. Ces accusés étaient répartis dans toute la salle d'audience. Nous, les journalistes, on était au fond, à droite de la salle, mais parfois juste devant nous, le banc devant, il y avait quelques accusés et des avocats de la défense. Dans un box au fond à gauche de la salle, il y avait les accusés qui comparaissaient détenus, donc un tiers à peu près d'entre eux. Et puis devant la salle, plutôt devant la salle à droite, il y avait la partie civile, à savoir Gisèle Pelicot, ses 2 avocats, et puis parfois au début et plutôt à la fin du procès, sa famille, donc sa fille et ses 3 fils. Et puis en face, la cour criminelle. Donc il faut savoir que ce sont des jurés professionnels qui y siégeaient et non pas un juré populaire. Voilà à peu près comment se composait la salle. Comme les journalistes ne pouvaient pas tous rentrer dans cette petite salle, tout au long du procès, il y avait une salle de retransmission qui était dédiée donc aux journalistes, mais aussi au public, puisque le public a été très présent pendant toutes ces semaines de procès. Et il y avait en tout et pour tout une 60aine de places. Donc les places étaient chères, hein. Pour le public, c'était compliqué, il fallait arriver tôt le matin. On avait vraiment toutes sortes de personnes. Alors plus de femmes, ça c'est quelque chose qui est assez marquant. Plus de femmes, je dirais qu'il y avait 70%, voire 80% de femmes chaque jour. Mais des femmes de tous âges. On avait aussi bien des retraités. Il y avait d'ailleurs un groupe de retraités très fidèles qui venaient chaque jour. On connaissait vraiment bien leur visage et leur nom. Mais aussi des étudiantes, des femmes actives, des femmes au foyer qui prenaient un jour pour venir exprès. Enfin, vraiment toutes sortes de catégories socio-professionnelles, toutes sortes d'âges représentés. Quelques hommes aussi. Je me rappelle d'un jeune homme qui avait tout juste 18 ans, parce qu'il faut être majeur pour pouvoir assister au débat, et qui disait, je veux comprendre, moi je comprends pas, ça me dégoûte ce que ces hommes ont fait, et je veux comprendre, je veux entendre ce qu'ils ont à dire là-dessus. On a aussi eu des chercheuses, des femmes qui étaient très émues en voyant Gisèle Pelicot, hein, qui l'ont comparée parfois à une rockstar, qui ont pleuré en la voyant, des femmes qui venaient vraiment en soutien de Gisèle Pelicot, d'autres vraiment par pure curiosité. Donc on avait vraiment des profils extrêmement variés, et c'est pas si souvent que ça un procès. Des gens qui venaient aussi de très loin, un peu de tout finalement. Ce procès a eu un retentissement inédit. En plus du public français, des journalistes du monde entier sont venus y assister. Le tribunal n'était pas du tout prêt à recevoir autant de monde. Et en dehors des salles d'audience et de retransmission, tout le monde se retrouvait dans la salle des pas perdus. La salle des pas perdus, c'est le hall tout simplement du tribunal judiciaire d'Avignon. Et dans cette salle, tout le monde peut se croiser potentiellement, aussi bien les accusés, qui, il y a des allées et venues, les sorties, les entrées de tribunal, la pause déjeuner, où certains restaient déjeuner dans ce grand hall, d'autres sortaient. Il y a évidemment Gisèle Pelicot qui rentrait, sortait et passait par cette salle. Le public, toujours très présent, qui applaudissait Gisèle Pelicot. Les journalistes qui étaient souvent dans un petit carré réservé à la presse. Donc tout ce petit monde-là s'est côtoyé pendant des semaines et des semaines. Les avocats évidemment également, avec parfois quelques tensions, notamment quand les accusés regagnaient la salle d'audience ou sortaient de la salle d'audience, on sentait que le public était parfois tendu, les huées, il y a eu quelques insultes aussi. Donc ça a été une ambiance très très particulière. Toutes les femmes à qui j'ai parlé et qui ont assisté à ce procès m'ont rapporté la même chose. C'est vertigineux de voir une dizaine d'hommes accusés de viol défiler à la barre, avec en prime les preuves en images du calvaire qu'ils ont fait subir à leurs victimes, puis de les croiser en dehors de la salle d'audience, pendant les pauses, à des endroits anodins et très quotidiens. L'ambiance hors du tribunal, comme t'as 32 accusés qui comparaissaient libres, ils sont là. Valérie Manteau est écrivaine. Elle s'est rendue au procès pour comprendre ce qu'il raconte de nos vies personnelles. Elle est en pleine écriture d'un livre à paraître sur le sujet. Ça va s'appeler « Entre chien et loup ».
Ils sont là, quand tu vas aux toilettes, ils sont derrière toi, à la machine à café, pareil, et à la brasserie, donc il y avait 2 restos juste à côté du tribunal. Il y avait le resto de Gisèle, en gros, donc Gisèle mangeait tous les jours du procès dans un resto, qui était un peu, du coup, banalisé, les accusés n'y allaient pas. Il y avait les avocats de la défense et il y avait des journalistes, mais il n'y avait pas d'autres accusés. Les accusés mangeaient à la brasserie qui était en face. Super brasserie, familiale, extrêmement accueillante, dans laquelle moi j'aimais bien aller, qui était pas chère et tout, qui était vraiment très chouette. Mais du coup, c'est vrai que tu déjeunes à côté de tablées de violeurs. Bon, dans la vie quotidienne, ces mecs-là, au bout d'un moment, c'est des mecs, évidemment, qu'on fréquente. Mais en fait, qu'on fréquente, il faut aussi se dire ça. C'est-à-dire que oui, cette brasserie, elle était pleine de violeurs, mais en fait, comme toutes les brasseries, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vivre à côté des violeurs, on sait très bien le faire, on le fait tout le temps. Si je prends le temps de poser ce décor, c'est parce qu'il nous donne un aperçu de tout ce que ce procès matérialise sous nos yeux. Selon la dernière enquête de victimation du ministère de l'Intérieur, 270 000 femmes affirment avoir été victimes de viols, de tentatives de viol ou d'agressions sexuelles en 2022. C'est énorme. Et encore, de nombreuses associations avancent que ces chiffres sont sous-estimés, car beaucoup de femmes ne révèlent rien aux institutions. Mais s'il existe autant de victimes, ça veut dire que les hommes qui violent et qui agressent sont partout, eux aussi. Comme au procès Mazan, on les croise n'importe où, parce qu'ils font partie de notre vie quotidienne. C'est juste que l'écrasante majorité du temps, leurs actes ne sont pas publics et ils ne sont pas inquiétés par la justice. Les hommes qui se sont rendus au domicile des Pellico sur l'invitation du mari sont pompiers, chauffeurs routiers, gardiens de prison, infirmiers, retraités, conseillers municipaux, sans emploi, ouvriers, informaticiens, journalistes. Parmi ceux qu'on a identifiés, le plus jeune avait 22 ans au moment des faits et le plus âgé 67. La plupart d'entre eux sont en couple et ils sont pères de famille. Ce procès nous rappelle que les hommes qui violent et ceux qui ne violent pas se ressemblent. En parcourant les faits, les mots de Gisèle Pellico, le récit des vidéos des viols. Il était manifeste que les auteurs s'attachaient à ne pas faire de bruit ni de gestes brusques, notamment lors des attouchements et des pénétrations, dans le but d'éviter que la victime ne reprenne conscience. On a tous été abasourdis par l'horreur de ce que Dominique Pellico et tous les autres ont fait subir à cette femme de 72 ans. Mais il y a autre chose, le discours des accusés. Que ce soit dans leur déposition auprès de la police ou lorsqu'ils ont été entendus à la barre, on retrouve là toutes les traces des représentations patriarcales les plus répandues sur le viol. C'est ce que développe la philosophe féministe Manon Garcia dans l'essai « Vivre avec les hommes », réflexion sur le procès Pellico, paru aux éditions Climat. Elle est professeure à la Freie Universität de Berlin, spécialiste de la soumission des femmes aux hommes et de la question du consentement. Dans son livre, elle parle d'un échafaudage culturel du viol. Alors, l'échafaudage culturel du viol, c'est une expression qui vient de la psychologue Nicola Geiby. Et au fond, sa notion d'échafaudage culturel du viol, c'est une conceptualisation un peu plus précise que ce qu'on appelle souvent la culture du viol. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est de montrer comment il y a des mythes qui font comme un échafaudage sur lequel le viol s'appuie et qui, en retour, sont soutenus par le viol. C'est-à-dire, c'est pour montrer comment ça se nourrit mutuellement, en fait. Et les 3 grands mythes de cet échafaudage culturel du viol sont, d'une part, le fait que les hommes voudraient du sexe et rien d'autre, que les femmes ne voudraient pas de sexe et voudraient de l'amour, et que le sexe, ce serait un rapport hétérosexuel de pénétration d'un vagin par un pénis qui s'arrête par l'éjaculation du pénis en question. Il me semble que c'est effectivement quelque chose qui revient tout le temps dans le procès par bien des aspects, mais notamment par cette idée que les hommes ont un désir auquel ils ne peuvent rien et qui a absolument besoin d'être assouvi,
quoi qu'il en coûte, d'une certaine manière. Et que donc, c'est bien compréhensible. Bon, il y a ce Saifeddine G, par exemple, qui est routier. Donc, il y a cette idée que, il est très seul quand il est sur les routes et que, en plus, ils ont eu 3 enfants coup sur coup avec sa femme et que la 2e grossesse s'est mal passée. Donc, elle a plus très envie d'avoir des rapports sexuels réguliers. Donc, pour tout ça, il faut bien comprendre que du coup, Saifeddine G va aller violer Gisèle Pelicot. Il y a ce même raisonnement pour Ludovic B, qui a un tout petit bébé, et tout ça, et qui va quand même, qui est un jeune mec. C'est vraiment atroce. Il est avec une femme qu'il aime très fort, il y a aucun doute. Ils ont une assez belle relation, etc. Elle, c'est vraiment le typique, l'infirmière, elle s'occupe de lui, il a des gros problèmes de consommation de cannabis et de dépression, dont on comprend qu'ils sont en partie, en tout cas, liés à un viol qu'il a subi dans l'enfance, qui était particulièrement... tous les viols sont atroces, mais il a vraiment pas eu de chance, quoi. Et c'est en décembre 2019, donc il a 34 ans, il a un bébé de 3 mois et il va violer Gisèle Pelicot. Et quand on lui dit, mais comment c'est possible, quoi ? Il dit, ma femme a eu une grossesse difficile, donc on n'a pas baisé pendant la grossesse, et puis je sais plus ce que c'est l'histoire, elle a dû avoir une déchirure vaginale ou je sais pas quoi à l'accouchement, donc ils ont pas pu coucher ensemble après l'accouchement, donc du coup, c'est un peu ça le raisonnement, c'est du coup, on comprend bien qu'il aille violer Gisèle Pelicot. Pour moi, en tant que chercheuse, c'est vraiment frappant et déprimant et tout ce qu'on veut, parce que ce que ça montre, c'est que beaucoup des hommes présents à ce procès considèrent que c'est évidemment que violer Gisèle Pelicot est un bon substitut de ce qu'on est censé faire avec sa femme quand on fait l'amour avec elle, quoi, en gros. Et moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant à questionner, cette évidence-là, parce que pour moi, c'est pas du tout une évidence que c'est la même chose de coucher avec sa femme que de violer Gisèle Pelicot. Et je pense que c'est une des racines de la violence sexuelle, que les hommes puissent penser que c'est la même chose. Et c'est quand même ce qui fait un peu s'interroger sur ce que les hommes pensent des femmes. Il y a normalement dans les rapports sexuels entre gens consentants qui font quelque chose ensemble, l'idée qu'on fait quelque chose ensemble, et il y a dans le viol d'une personne dans le coma le fait de traiter l'autre comme un objet qui n'existe même pas, quoi. Comme elle dit, Gisèle Pelicot, j'ai été traitée comme une poubelle, comme un sac poubelle. Et donc, comment c'est possible que pour les hommes, ce soit la même chose ? Autre justification des accusés. Ce n'est pas un viol, puisque... C'était le mari qui proposait. Le mari m'avait donné la permission, pour moi, c'était bon. C'est sa femme, il fait ce qu'il veut. C'est sa maison, sa chambre, son lit, sa femme. Dans son livre, Manon Garcia rappelle que cette idée que le mari peut décider pour sa femme de ce qu'elle veut sexuellement, c'est un héritage de notre histoire patriarcale. En France, il a fallu attendre 1938 pour que les femmes ne soient plus considérées comme mineures lorsqu'elles se marient. Avant ça, elles étaient sous tutelle maritale. Ça veut dire par exemple qu'elles ne disposaient pas de leur propre salaire et que tous leurs biens étaient gérés par leur époux. Jusqu'en 1965, elles ne pouvaient pas gérer de compte en banque ni travailler sans son accord. Le viol est reconnu comme un crime depuis 1980, mais il a fallu attendre 1984 pour que la Cour de cassation reconnaisse qu'il puisse exister un viol conjugal. Ça veut dire, pour citer Manon Garcia, que les Pelicot, qui se sont rencontrés à l'âge de 18 ans, ont 32 ans lorsque la loi reconnaît pour la première fois que Dominique Pelicot ne peut pas disposer comme il l'entend du corps de son épouse.
Alors, tout au long de ce procès, les accusés ont opté pour une ligne de défense globalement similaire. Évidemment, certains ont assumé les actes qui leur étaient reprochés. Juliette Campion, journaliste. Mais beaucoup ont dit, moi, je ne suis pas un violeur. C'est beaucoup une phrase qui est revenue, qu'on a entendue tout au long de ce procès. Moi, je n'ai pas voulu violer Gisèle Pelicot. Donc, ça peut paraître extrêmement surprenant au regard des images très explicites qui ont été diffusées dans la salle d'audience. Mais ce qu'ils disent, c'est effectivement, oui, la matérialité des faits, je la reconnais. Ça, ils disent tous, il y a eu pénétration, etc. Mais je n'avais pas l'intention de violer. C'est-à-dire qu'en arrivant au domicile de Dominique et Gisèle Pelicot à Mazan, ils étaient persuadés qu'ils avaient affaire à un plan à trois avec un homme consentant, mais aussi une femme consentante qui faisait semblant de dormir parce que ça lui plaisait, parce que ça l'excitait et parce que, il y a quelques nuances, sur la ligne de défense. Certains disent elle était timide, d'autres c'était un jeu. Ce sont des hommes qui prétendent, malgré les ronflements très sonores qui ont empli la salle d'audience à chaque fois qu'on a diffusé des vidéos, ils ont prétendu qu'elle faisait semblant et qu'elle voulait faire semblant et que ça lui allait comme ça. Non mais bon, c'est de la mauvaise foi absolument, cette hypothèse des couples libertins, au sens où, dans le vrai monde libertin... Manon Garcia, philosophe féministe. Une attention extrêmement grande est portée à la question du consentement. Et il y a énormément de normes, de règles, etc. sur comment on s'assure du consentement des autres. Et la règle numéro 1, c'est qu'il faut parler avec la personne concernée de son consentement. Et donc, il est évident qu'on ne peut pas considérer que quelqu'un nous a donné le consentement de quelqu'un d'autre. Après, premièrement, je pense qu'il y a dans ce que les chercheurs sur la question et les chercheuses appellent la mainstreamisation du libertinage. Il y a le fait que, avec des films comme 50 Shades of Grey, mais avec plein d'autres choses, il y a eu une pratique plus développée du libertinage par des gens qui n'ont pas fait le travail théorique des communautés libertines. Donc c'est sûr qu'il y a dans ces pratiques libertines-là des gens qui font n'importe quoi, en fait, parce qu'ils font les pratiques sans avoir la structure de consentement qui va tout autour. Et donc, moi, je veux bien entendre que une partie des accusés ont peut-être cru au départ qu'il s'agissait d'un jeu à trois avec un couple, mais une fois qu'on voit les vidéos, ça tient pas, en fait. Si on croit ça paraît un peu bizarre quand on arrive dans cette pièce, d'avoir dû se réchauffer les mains, tout ça pour pas la réveiller, qu'il y ait la télé à fond. On peut pas franchement dire que ce soit une mise en scène extrêmement sexy. Et ensuite, les mecs, dès qu'elle bouge, ils sont prêts à partir en courant. Donc s'ils croyaient véritablement que c'était une mise en scène libertine d'un couple qui avait envie de faire ça, ils partiraient pas en courant quand elle bouge. Donc ils le reconnaissent au fond, que même ceux qui ont pu croire que c'était une mise en scène libertine, une fois qu'ils arrivent, c'est sûr que non. Et pour autant, ils partent pas. Après, certains disent, moi j'étais dans l'instant, j'ai pas fait attention. Et puis beaucoup disent, oui, j'ai été bête. C'est vrai, là ça paraît évident, mais j'ai été bête. J'ai mis mon cerveau en off. Juliette Campion, journaliste. Après, d'autres disent, en revanche, une minorité, mais quand même, il faut le souligner, d'autres disent, non, moi, je savais que je venais la violer, je savais ce que je venais faire et je lui demande pardon. La plupart on se sont excusés auprès d'elle, mais une partie seulement d'entre eux, une petite minorité seulement, ont dit, oui, moi, je venais en connaissance de cause. Et ce qui m'a, moi, troublée, c'est que deux, le même jour, ont reconnu les faits, ont dit, oui, je savais, mais du bout des lèvres, et quand on leur a demandé d'expliquer, quand on leur a dit, mais pourquoi, quel intérêt, je sais pas. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est difficile pour la victime d'entendre ça, parce que, et même pour nous, en tant que journalistes, on a envie de comprendre qu'est-ce qui a pu traverser leur esprit à ce moment-là, et on se heurte parfois à un mur. Pour appréhender cette nonchalance face à la gravité de ces actes, Manon Garcia se raccroche aux réflexions d'Hannah Arendt dans son livre « Eichmann à Jérusalem », Réflexion sur la banalité du mal. Un ouvrage dans lequel la philosophe et politologue américaine revient sur le procès historique de ce criminel de guerre nazi en 1961. Les analyses de Hannah Arendt sont plus
précise, plus complexe, plus difficile à comprendre que ce que l'expression banalité du mal nous laisse entendre. Elle s'intéresse notamment à la question du rapport à la pensée chez Eichmann. Et elle montre qu'au fond, Eichmann, c'est pas quelqu'un qui est bête, c'est quelqu'un qui ne pense pas. Et qui a sans cesse recours à des clichés, à des façons socialement acceptables de penser le monde. Eichmann, c'est vraiment un Allemand de son temps qui pense que Kant a raison sur tout. Et donc, c'est pas quelqu'un qui est débile. C'est quelqu'un qui n'utilise pas ses capacités intellectuelles pour penser ce qu'il est en train de faire. Et ça, je trouve que c'est intéressant comme façon de réfléchir aux violeurs de Mazan, parce qu'au fond, une grande partie des hommes qui sont là prétendent que c'est leur corps qui agit et que eux n'ont pas réfléchi, qu'ils n'ont pas vu le problème, qu'ils se sont pas posé de questions. Ils disent tout le temps ça, je me suis pas posé de questions et tout ça. Donc on voit ici comment cette espèce d'idée socialement acceptée que les hommes pensent avec leur pénis, que ils sont pas en maîtrise d'eux-mêmes, que le sexe les pousse à faire des trucs sur lesquels ils n'ont pas de contrôle, etc., vient convaincre ces hommes-là que, au fond, ils n'ont rien fait de mal. Et c'est très intéressant. Il y a un des avocats de la défense qui utilise cette blague, entre guillemets, de des proches qui dit Dieu a donné à l'homme un cerveau et un pénis, mais pas assez de sang pour irriguer les deux. Et au fond, c'est tout le truc de ce procès, de dire mon cerveau ne marchait pas, c'était mon corps qui y allait. Et donc, là-dessus, sur la façon dont la non-pensée rend possible certains crimes, je trouve que c'est une vraie question, quoi. Comment les hommes s'exonèrent de ne pas avoir réfléchi, comme si cette hypothèse de la pulsion, etc., faisait qu'ils n'étaient pas responsables, en fait. Comme s'il y avait une espèce d'irresponsabilité de la pulsion, alors que il faut quand même se rappeler que cette hypothèse de la pulsion, elle tient pas 2 minutes. C'est des mecs qui s'organisent pour y aller, qui attendent. Il y a un des types qui, d'ailleurs, a été exonéré de viol et seulement puni pour atteinte sexuelle, dont on voit que son téléphone borne pendant 1h30 sur le parking. Il attend 1h30 sur le parking qu'elle soit bien endormie. Donc, le coup de la pulsion, ça marche pas. On n'attend pas 1h30 entre minuit et demi et 2h du matin sur un parking dans un bourg un dimanche soir parce qu'on a une pulsion qu'on ne peut pas contrôler. C'est très contrôlé, cette attente d'1h30. Cet argument de la pulsion irrépressible, c'est un grand classique pour dédouaner les agresseurs. On retrouve là un gros cliché de la construction sociale des masculinités. Or, en 2024, une étude menée par des psychologues à l'Université de Californie a confirmé, après bien d'autres recherches avant elle, que l'élan sexuel des hommes n'est pas influencé par les variations quotidiennes de la testostérone. Ce mythe est une parfaite illustration de l'échafaudage culturel du viol. Il pousse d'une part à minimiser ces actes, mais aussi à considérer que les hommes ne sont jamais vraiment responsables de leur violence. On leur donne toujours des excuses, et ça se glisse jusque dans les plaidoiries des avocats de la défense. On y reviendra. Ne jamais reconnaître ses torts et ne jamais avoir à rendre de compte. Voilà un grand apprentissage de la masculinité. Autre argument largement utilisé par les accusés. Ils auraient été manipulés, terrifiés, piégés, victimes même de l'emprise de Dominique Pellicot. Quand on entend les souvenirs qu'évoque sa famille, qui admet à demi-mot à quel point il était colérique et violent, quand on connaît les détails dégueulasses de tout ce qu'il a mis en place pour réduire sa femme à une chose, on pourrait presque être tenté de les croire. Mais quand on parcourt leurs antécédents, on remarque que beaucoup d'entre eux n'en sont pas à leurs premiers actes de violence sexiste et sexuelle. Dans l'article « L'affaire Mazan, un boys club redoutable », Talma Desta explique qu'au regard de ces actes commis sur leurs compagnes ou sur des enfants, on comprend que loin d'être les victimes d'un manipulateur, ces hommes s'accompagnent dans leur trajectoire criminelle. On peut citer Adrien L., condamné à 18 ans de prison pour viol et violence sur ses anciennes compagnes. Nicolas F.,
grand adepte des contenus pédopornographiques. Mohamed R, condamné en 2017 pour avoir violé sa fille. Certains étaient devenus copains via le site coco.fr. Dominique Pellicot lui-même a établi son protocole de soumission chimique sur les conseils d'un infirmier rencontré sur Internet, avant de partager ce protocole à d'autres pour qu'ils le reproduisent chez eux. Comme Charlie A, qui avait le projet de le faire sur sa mère, ou encore Jean-Pierre M, qui a été jugé pour viol aggravé, non pas sur Gisèle Pellicot, mais sur sa propre femme. Affaire Vanessa, Ouest France, 2008. Une étudiante d'une 20aine d'années se réveille nue, couchée dans le même lit que 3 hommes, nus également et endormis. Et depuis l'ouverture du procès, on découvre que ces pratiques sont bien plus répandues et bien plus diverses que ce qu'on croit. Affaire Grand-Robichaud, le Nouvel Obs, 2018. Un chirurgien californien et sa petite amie ont été inculpés pour des viols commis sur 2 jeunes femmes qu'ils avaient préalablement droguées. Selon Talma Desta, ces crimes deviennent un mode de sociabilité entre mecs. Ça s'est très bien vu dans la salle d'audience. La plupart des accusés formaient une bande de joyeux drills qui ricanaient et provoquaient ensemble les militantes féministes. Affaire Telegram, Ouest France, 2024. Sur Telegram, 70 000 hommes partageaient des informations pour soumettre chimiquement et agresser sexuellement des femmes. Et cette solidarité masculine, cette culture du secret, elle s'étend aussi à ceux qui ne violent pas. Le violeur de Tinder. Affaire Sandrine. Affaire Pitidi. Ce qui est étonnant, c'est que mon compagnon est souvent venu suivre les audiences aussi. Valérie Manteau, écrivaine. Et alors là, d'un coup, lui, quand il sort fumer une clope, même s'il a le badge presse, et que dans le même temps, les accusés gueulaient sur les journalistes, insultaient les journalistes femmes, par contre, lui, il venait lui parler. D'un coup, t'as ce truc de solidarité masculine. Et alors là, tu te dis, non mais attends, c'est vraiment... c'est une démonstration de ce que c'est la sociabilité entre hommes, de comment est-ce qu'ils sont capables de relationner entre eux. Et en fait, pour moi, ce procès, de toute manière, il parle quasiment que de ça. Rappelons qu'aucun des 11 hommes qui en sont restés aux échanges en ligne avec Dominique Pellicot n'a averti les autorités. Il faut protéger le groupe, protéger la meute. C'est intéressant de se poser la question de pourquoi ce procès nous concerne toutes et tous, parce qu'en fait... Manon Garcia, philosophe féministe. J'ai le sentiment que les femmes savent très bien pourquoi ça les concerne. Et qu'au fond, du coup, la question, c'est plutôt pourquoi les hommes devraient se sentir concernés et, à mon sens, se sentent pas assez concernés. Et dans mon entourage, alors évidemment... les hommes de mon entourage, ils voient bien que je vais me fâcher s'ils se sentent pas concernés, etc. Mais en fait, ils se sentent pas concernés. Et en fait, ils regardent ça comme un truc de « oh là là, vraiment horrible, moi je ferais jamais ça, etc. » La plupart de mes copines filles étaient beaucoup plus sur la même ligne que moi, beaucoup plus interpellées, beaucoup plus choquées de cette histoire-là. Et que les mecs avaient tendance un peu à dire, je caricature évidemment, mais je pense que c'est vraiment significatif, que j'ai entendu c'est glauque un nombre invraisemblable de fois. Et qu'au bout d'un moment, j'étais là, mais qu'est-ce qui est si glauque en fait ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on appelle glauque ? La sexualité des hommes en fait. Enfin, c'est ça qu'on est en train de se dire. Et le reflet que ça nous renvoie dans le miroir. Et c'est frappant parce que chaque homme qui vient à une des conférences que j'ai faites pour l'instant sur le livre me dit « Ah oui, la question c'est quand même... de savoir pourquoi moi je ferais jamais ça alors que tous ces mecs qui font ça. » Je comprends parce que c'est une question intéressante de savoir qu'est-ce qui fait que des mecs le font pas. Mais moi j'aimerais bien qu'ils s'intéressent un peu à qu'est-ce qui fait que peut-être dans un certain monde ils l'auraient fait. Au lieu de toujours partir du principe qu'ils l'auraient pas fait. Parce que au fond, on sait bien que dans un certain monde, peut-être, une grande partie des mecs l'auraient fait. C'est à ce difficile travail qu'invite la réflexion sur les masculinités et sur le patriarcat. Comprendre que les hommes ont des choses en commun avec les mises en cause de Mazan, et comprendre que tout le monde participe à un système social qui, entre autres, donne lieu au viol de Mazan, aux sentiments qu'ont beaucoup des mises en cause de leur innocence
et à notre volonté collective de ne pas voir que nous participons toutes et tous, quoiqu'à des degrés différents, à ce qui rend possible ces viols. Manon Garcia, Vivre avec les hommes, réflexion sur le procès Pellico. Si on était si nombreux, et surtout si nombreuses, à être hantés par cette affaire, c'est parce que, malgré l'horreur de ce que Gisèle Pellico et ses proches ont subi, malgré la boue qui s'étale sur nous quand on lit tous les détails de ce que ces hommes lui ont fait, je crois que l'écho de ce procès peut être porteur d'espoir pour nous toutes. En revenant sur les trajectoires de 51 hommes très différents qui ont tous dû répondre de leurs actes devant la justice, on peut remonter ensemble le fil de ces violences, décoder ce système social et tout ce qu'il entretient pour peut-être enfin en venir à bout. C'est pour ça que Gisèle Pellico a tenu à rendre ce procès public, pour faire avancer cette société. Dans le prochain épisode d'Après Mazan, on va plonger un peu plus en profondeur dans les expertises psychologiques et psychiatriques pour nous pencher sur les personnalités des accusés. Et on va tenter d'éclairer une des zones d'ombre de ce procès, la place de l'inceste et plus largement des violences subies dans l'enfance. À suivre, dans Les couilles sur la table.